Je crois qu'une fin voit le jour du moment où un esprit en prend conscience et entreprend un travail de réflexion la concernant. La fin peut avoir plusieurs origines, mais ici, je vais vous parler de la fin de vie, celle qui préoccupe toujours plus quand son terme approche, celle qui nous rassemble dans le principe mais nous différencie dans la manière, ou encore celle qui naît un jour et se poursuit jusqu'à en dévoiler sa raison. La naissance de la fin est souvent bien plus longue que la fin en elle-même, et on y pense à tout âge de la vie. Iraken de Bagdad a connu un fait rarissime cette nuit. Il est tombé quelques centimètres de neige. Ce pays du Moyen-Orient, habitué pourtant à de fortes chaleurs en cette période de l'année, a dû changer ses habitudes pour parer à cette vague exceptionnelle de froid venant de Sibérie. Dans l'actualité également, Patrick Balkany a pu rejoindre hier le moulin de Giverny après un examen médical. Son état de santé aggravé a été jugé difficilement compatible avec sa détention carcérale. L'homme de 71 ans était connu pour des faits de... Le son du radio-réveil venait de s'arrêter sous la volonté de mes doigts qui avaient pressé le bouton d'arrêt. À ce moment, j'étais encore drapé au fond du lit, dissuadé par le froid de la chambre d'effectuer un quelconque geste. Les rayons artificiels de la lampe de chevet traversaient mes paupières encore fermées par la nuit qui s'échappait. Dans un profond calme, mon corps ressentait les premières sensations d'une journée qui débutait. Seul un gargouillis de mon estomac venait briser ce silence. Attablé à mon bureau entre les piles de cours, de livres et de dossiers, je savourais mon petit déjeuner dans l'étroitesse de ce studio d'étudiant. Le chocolat chaud égayait mon palais et les tranches de pain remplies de gelée de coin apportaient de la consistance au repas. Depuis tout petit, ma mère voulait que je prenne des petits déjeuners consistants. Elle y mettait un point d'honneur. C'est comme ça. Il est hors de question que tu partes à l'école le ventre vide, disait-elle souvent. Et aujourd'hui encore, j'écoute ses précieux conseils et prends un petit déjeuner. Il faut se lever tôt, mais cela me permet de prendre le temps, faire divaguer mon esprit entre ces moments du passé et les moments à venir. Sans réellement le savoir, je vis des moments précieux, coupés du monde extérieur par les murs de ma petite chambre. Cette tranquillité prendra bientôt fin, lorsque je passerai le pas de la porte qui donne sur le couloir principal. Bientôt je serai un homme pressé par une journée de travail qui s'installe déjà dans un ciel écarlate. Dans cette obscurité claire, je descends la grande route au guidon de mon vélo et je me fraye un chemin parmi le flot de voitures. La musique dans les écouteurs masque en partie le bruit de la circulation, mais j'ai tout de même en bouche le goût des gaz d'échappement des voitures qui accélèrent pour dépasser. Elles dépassent parce qu'il faut arriver vite, il faut se presser. Tous sont pressés, et je me presse aussi dans ce vacarme urbain. Malgré les odeurs désagréables et la pollution, chaque bouffée d'air me fait aller plus vite. Personne ne pourra en donner la raison, mais tout le monde sait qu'il faut arriver vite. C'est tout ce qui compte. Moi-même, je m'en donne l'obligation formelle. Lorsque j'arrive à destination, mes pensées de la matinée sont bien loin. Je dirais même que mon esprit ne divague plus. Il est maintenant sans cesse attiré, sollicité, perturbé par ce qui l'entoure. Il fonctionne à plein régime, nourri par les demandes et les peurs qui affluent. Plein de projets sont en cours, et il faut bien faire, donner le meilleur de soi pour livrer un résultat digne. Mon cerveau est boulimique de pensées qui le nourrissent, et je dois continuer pour ne pas subir l'environnement qui m'entoure. Ces pensées se transforment en action et je suis sans cesse en alerte. Je me dis que la demi-heure juste après le repas, au lieu de souffler, je la prendrai pour avancer sur un projet. Le temps du quart d'heure de pause de 15h30, je le consacrerai à notre dossier urgent. De cette vie, à aucun moment je ne veux me plaindre parce que l'accomplissement de toutes ces choses, c'est ce qui, je crois, rend heureux le soir. Je trouve que le meilleur sentiment qui existe est de s'être accompli pour des choses qui ont du sens. Pourtant, j'étais heureux que cette journée de travail se termine et que je puisse rentrer me reposer. Un peu. Alors que l'obscurité avait recouvert le bitume et les grands buildings de la ville, je me décidai à rentrer chez moi. Mon pneu était crevé et après avoir connu un refus du chauffeur de bus parce que les vélos étaient interdits dans les transports en commun, je n'avais d'autre choix que de rentrer à pied. Autour de moi, les voitures s'effilaient encore plus dans cette nuit noire éclairée par des lumières artificielles. Mes pensées faisaient des boucles sur elles-mêmes et je rechignais de devoir rentrer à pied, parce que j'en avais quand même pour une bonne heure de marche. Si seulement ce chauffeur avait fait preuve d'un peu de sympathie pour moi. Alors, la main posée sur la selle, je faisais zigzaguer mon vélo entre les voitures stationnées et les panneaux publicitaires. Les kilomètres défilaient et je trouvais cet environnement de plus en plus insupportable. J'avais chaud et faim. Un gravillon se baladait au fond de ma chaussure, la pédale du vélo butait sans cesse dans mon tibia et une odeur de plus en plus désagréable me parvenait. Cette odeur de chair et de sang était plus prenante encore que celle des poubelles qui jonchaient le boulevard. Au loin, j'aperçus un scintillement perçant et il me fallut peu de temps pour comprendre ce qui venait de se dérouler.
À hauteur des gyrophares du camion de pompiers qui ajoutait de la lumière à cette nuit artificielle, j'ai compris qu'un grave accident avait eu lieu. Une moto, aplatie, était posée contre un lampadaire au bord de la route. Je ne sais pas qui l'avait décalée à cet endroit, mais au moins cela permettait aux gens pressés de facilement circuler. Et c'était bien là le plus important. Le camion de pompiers était silencieux comme pour signaler qu'il n'y avait plus d'urgence, qu'il n'était plus nécessaire d'apporter des soins. Le corps du motard devait certainement reposer sous une couverture mortuaire à l'arrière du camion. À ce moment, je me disais que j'étais bien égoïste avec ma bonne heure de marche et mon vélo à traîner sur quelques kilomètres. Les idées noires se sont alors échappées de mon esprit et je suis rentré d'un pas plus léger jusqu'à ma petite chambre en me disant que j'avais de la chance. Des personnes mouraient bêtement chaque jour pendant que d'autres pensaient être les plus à plaindre. Maintenant attablé à mon petit bureau, pareil à celui du matin, que mes cours empilés dans un coin lui donnaient un air ordonné, je prenais mon repas du soir. L'humidité du linge que je venais de sortir de la machine à laver se compressait autour de moi et embuait mon unique fenêtre. Le gros linge était à proximité du radiateur parce que c'était le plus long à sécher pendant que le reste s'entassait dans les recoins. Une odeur de lessive et de soupline se dégageait par-dessus les senteurs des herbes qui accompagnaient le dîner. J'ai toujours trouvé que les herbes ça apportait un peu d'originalité à cette cuisine simple d'étudiant. En attendant, tout comme je l'avais fait le matin, je prenais du plaisir à prendre mon temps et faire divaguer mon esprit. Ce repas de pâtes aux herbes comblait cette faim que je traînais depuis un moment et ajoutait du bonheur à la joie d'une journée qui se terminait. Je pensais encore à ce type qui s'était aplati sur les boulevards avec sa moto au milieu de ces gens pressés par une vie qui n'attend pas. Je pensais à la vieillesse qui augmente la probabilité de ne pas arriver à la fin de l'année commencée. Mais je me disais aussi que parfois la vie pouvait laisser un peu de sursis, comme à ce monsieur Balkany de 71 ans, empêtré dans des affaires judiciaires que son état de santé avait tiré du milieu carcéral. Quelquefois, j'essayais de m'imaginer plus vieux, et je me disais que ma vie serait totalement différente. À cet âge, je crois que le temps ne presse pas pour les mêmes raisons. Alors, je pensais à tous les vieux que je connaissais bien, et ceux que je côtoyais un peu. Même si je ne pouvais pas imaginer l'étendue de ces heures qu'ils avaient vécues, je prenais plaisir à analyser les petits détails qui s'échappaient de leur personnalité. J'avais l'impression que je comprenais ces morceaux du passé qu'ils essayaient consciemment ou non de taire. Tous les lundis matins, il y avait Monsieur Jack, un vieillard qui venait lire le journal à mon stage, alors qu'il était à la retraite depuis 10 ans. Monsieur Jacques faisait partie de ces vieux que je côtoyais un peu. Il venait discuter un moment des résultats de sport du week-end avec le président. Puis après avoir descendu un café, il venait balancer un peu de fureur de cette vie qui s'essoufflait sur le bureau à côté du mien. Il feuilletait les pages du journal en prenant le soin de faire du bruit, et de temps en temps un pli apparent sur la page se voyait aplati d'un coup de poing brutal. Sa gorge faisait remonter des glaires qui le faisaient tousser, et son visage devenait rouge chaque fois que l'air expulsé par ses poumons venait s'écraser contre ses lèvres closes. Souvent il se parlait à lui-même pour commenter les sujets qu'il était en train de lire, et il m'était impossible de me concentrer. Je ne relevais rien de ce qu'il disait parce que je voulais avancer sur mon travail, et je me disais qu'à un moment il cesserait. Au contraire, il continuait encore et encore, il sifflotait maintenant tel un oiseau heureux de respirer l'air frais d'une matinée de printemps. Je me disais que cet homme était pressé par le temps de la vieillesse qui se consume patiemment et que le vacarme qu'il s'épuisait à créer autour de lui servait à le rendre vivant aux yeux des autres. Aussi ridicule que cela pouvait être, son boucan devait faire tourner les têtes. Et qu'on se le dise, il y arrivait parfaitement. Quelquefois, par-dessus le verre de ses lunettes, je voyais ses yeux se lever pour mater le cul des filles qui entraient et sortaient du bureau. La lecture du journal était certainement un prétexte pour profiter d'une compagnie, quelle qu'elle soit. Il voulait se dire qu'il était plus qu'un vieillard pressé par ce temps qui finissait bientôt. Il ne voulait pas s'ennuyer dans sa vieille maison avec grand jardin et vue sur le parc. Il y a quelques années, il était pourtant fier d'emménager dans ce nouvel endroit. Ça lui changeait des petites chambres qu'il louait à des prix qui vous sortent les yeux de la tête. Mais maintenant, il était lassé. Il y avait trop vécu. Le temps qui pressait pour les bonnes raisons lui manquait, et il venait à mon stage pour s'imprégner de cette ambiance qui lui semblait un peu lointaine. Et malgré mon agacement de ne pas pouvoir me dépêcher dans l'accomplissement de mes tâches, je reconnais qu'on pouvait trouver à monsieur Jacques un côté attachant. Depuis le jour de l'accident de moto, sur les grands boulevards, l'idée même de la fin de vie était née dans mon esprit. Au travers de monsieur Jacques, je m'étais imaginé que la vision sur la fin de vie était différente en fonction de l'âge. Et comme j'avais passé un bac scientifique, je me disais qu'après tout, c'était juste une question mathématique de probabilité. Chaque jour qui passait augmentait la probabilité et donc modifiait les pensées et le comportement des gens. Je faisais alors le parallèle avec ma vie d'étudiant, et je me disais que pour la fin de vie, il valait mieux des petites probabilités d'en finir plutôt que ces grandes probabilités qui rendent la chose presque certaine. Je suis persuadé que ce que nous avons de plus précieux, c'est le temps, et il convient d'en faire quelque chose. L'environnement si petit de ma chambre étudiante où mes vêtements peinaient à sécher dans les
recoin humide et où l'étroite cuisine ne permettait de faire rien d'autre que de la banale gastronomie d'étudiants me convenait. Ce logement au milieu de la ville bruyante et obscure et la pression qui accompagnait tout acte du quotidien m'importait peu, parce que j'avais très probablement encore du temps. Même si celui-ci pressait à tout instant, il me faisait me sentir vivant. Monsieur Jacques, malgré la grande maison, la voiture pour se protéger des odeurs de la pollution, la cuisine avec plan de travail, la grande table du salon pour dîner, et le parc qu'il pouvait admirer au travers de chacune des fenêtres de sa maison, ne lui assuraient pas une meilleure vie. Il n'était plus pressé par les choses du quotidien, et il se demandait maintenant ce qu'il allait bien pouvoir faire du temps qu'il restait. Il aurait pu faire tellement de trucs pendant ce temps libre qu'on venait de lui accorder, mais monsieur Jacques, ce qu'il voulait, c'était finir en beauté. Il voulait faire une sortie remarquée auprès des femmes et des hommes qui étaient ses collègues pendant des années, et aussi auprès du petit stagiaire qu'il avait un peu côtoyé. Il ne voulait pas être oublié, il voulait qu'après sa mort, on puisse se dire « Je me rappelle, monsieur Jacques, c'était quelqu'un ». Finalement, après toutes ces années, monsieur Jacques avait décidé. Ce n'était certainement pas la meilleure des fins, mais c'était comme ça qu'il voulait la voir naître.